Bonjour mes amis et bienvenue de retour. C'est vendredi les gars, la fin de la semaine. Vous savez quelle heure il est? C'est l'heure d'ouvrir une bonne bière fraîche avec les amis. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur l'économie russe et la contre-offensive ukrainienne avant que vous ouvriez votre bière fraîche. Nous commençons par l'économie. Et pour illustrer l'état de l'économie russe, prenons l'un de leurs constructeurs d'avions qui a sorti un nouveau modèle. Comment ce modèle se porte-t-il? La guerre de Poutine a fait reculer la Russie en termes de développement technologique. La situation avec le nouvel avion russe Ilyushin 114-300 en juin 2021, Sergei Chemezov, PDG de Rostec, a déclaré que l'avion, équipé d'un moteur russe, entrerait en production en série en 2023. Un mois plus tard, il a été annoncé que la production en série commencerait en 2022 et que 12 avions seraient de produits tôt par an. Incroyable. Ensuite, Vladimir Poutine a lancé son opération militaire spéciale, et la période de livraison a été repoussée à 2025. Le 5 janvier 2026, Rosaviatsia a fixé une nouvelle date limite. Les 3 premiers avions seront certainement livrés aux clients cette année, et maintenant les prochains lots ne seront peut-être livrés qu'à partir de 2028. Vous voyez, c'est ça. C'est un schéma en Nouvelle-Russie. Depuis la Russie, après l'Union soviétique, la Russie sous Poutine, cela a toujours été un schéma. Ils ont annoncé qu'on allait fabriquer un smartphone nationalement, fabriquer un nouveau char T-14 nationalement, qu'on allait fabriquer le Su-57 nationalement, le tout nouveau chasseur Paris le plus moderne au monde. Et ils ne le font jamais. Ils en parlent partout dans le monde, publiquement. Et ils ne le font tout simplement pas, ils ne tiennent tout simplement pas leurs promesses. C'est comme ça. Parce que ce discours va leur permettre d'obtenir l'argent du Kremlin, mais ils le volent. Voilà, c'est là que l'histoire se termine bien. Tout cela conduit-il à des milliers d'entreprises similaires en Russie? Je suis heureux que vous posiez la question. 7,5 billions de roubles de pertes, un record historique pour l'économie russe en 2025, de janvier à novembre, donc la majeure partie de l'année. À quoi cela ressemble-t-il? Pendant les 3/4 de l'année, toutes les entreprises russes ont enregistré des pertes de 7,5 billions de roubles. C'est absolument énorme. Aucun chiffre, même approchant, n'a jamais existé. Depuis la chute de l'Union soviétique, de telles pertes n'ont jamais été enregistrées. C'est un niveau historiquement bas. Des milliers d'entreprises feront faillite et le Kremlin ne peut pas toutes les renflouer, ni toutes les racheter, ni toutes les aider. La Russie, en tant que pays, fera faillite, c'est comme ça. Prenons un autre géant. Les chemins de fer russes sont pratiquement en faillite. Les économistes en sont convaincus. Sa dette a explosé pour atteindre 4 000 milliards de roubles, donc en 2025, les entreprises russes ont enregistré 7 500 milliards de roubles de pertes. Une seule entreprise, les chemins de fer russes, qui est un mastodonte, une entreprise gigantesque. C'est le plus grand employeur de... La Russie contient à 4 000 milliards de roubles de dette, ce qui représente environ 50 milliards de dollars. C'est énorme même selon les normes occidentales, et ils prévoient de vendre 49% de leurs actions. Ils prévoient également de vendre des milliers de bâtiments à travers la Russie, la célèbre gare de Riga et un gratte-ciel dans Moscow City. Ils vendent des actifs physiques pour couvrir les dettes. Comment peut-on laisser ces chemins de fer faire faillite? Ce n'est pas possible, ils entraîneraient en saquer le pays avec eux. Un autre exemple. Regardons en dehors de la Russie, par exemple, regardons en Inde. L'Inde était l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe, juste après la Chine, et l'Inde était censée être la solution et le sauveur, depuis que l'Union européenne a cessé d'acheter du pétrole russe. L'Inde et la Chine sont intervenues, puis l'Inde s'est retirée. L'Arabie saoudite a dépassé la Russie comme principal exportateur de pétrole vers l'Inde, et si l'Inde ne l'achète pas, il n'y a pas vraiment d'autres débouchés. Les marchés sont saturés, vous ne pouvez pas vendre, il n'y a littéralement aucun acheteur. Le pétrole va dériver en mer, ils vont devoir réduire la production, ce qui pose d'énormes problèmes pour les oléoducs. Blablabla, ils viennent de perdre un client majeur. Et pour couronner le tout, je vais juste vous montrer une vidéo d'un homme russe dans la rue, buvant de la bière et crachant la vérité. Pourquoi la Russie est-elle aussi foutue? Ça concerne l'opération militaire spéciale, mais ça a toujours été comme ça. Regardez. Pourquoi les soldats de l'OMS finissent-ils sans abri? Voici la vérité. Parce qu'ils reviennent la tête un peu à l'envers. Ils viennent à la rue Arbat pour regarder autour, acheter de nouveaux vêtements et se saouler.
Oui, parce que boire en Russie, c'est la normalité, ce n'est pas comme si tu avais des vacances ou je ne sais quoi. Les Russes n'appellent pas ça praïsnik. Chaque jour, à chaque occasion, ils boivent, ça fait partie de la culture. Et si tu bois autant, tu sais ce qui suit. La dépression, ton cerveau ne produit plus autant de dopamine. Ta tristesse, ton sentiment d'inutilité, tous ces sentiments disparaissent avec ta beuverie, mais ils te suivent quand même, et c'est déjà la Russie. Tu regardes autour de toi, tout s'effondre, c'est vieux, boueux, sombre. Je veux dire, c'est un pays où il était vraiment difficile d'être heureux. Après une opération militaire spéciale, tu es bouleversé et tu commences à boire sans cesse. Je veux dire, c'est juste une descente aux enfers, parce que là-bas, ils sont tous drogués. Tous les soldats de l'OMS à qui j'ai parlé, ils sont tous sous méthadone, méthamphétamine et héroïne. Oui, leur supérieur leur donne ça parce que ça les anesthésie vraiment contre la douleur physique et mentale, et ça les rend comme des zombies, puisqu'ils sont là pour des assauts de chair à canon. De toute façon, pourquoi ne pas simplement supprimer la partie mentale qui gêne cela, le penseur? Alors ils leur donnent ces drogues et les envoient, ils disent qu'il n'y a pas d'autre moyen parce qu'ils deviennent fous. Sinon, quand tu fonces sur un chien avec des mitrailleuses, tu dois forcément être sous l'effet de quelque chose, non? Tu dois être drogué, car tu ne peux pas faire ça à jeun. Un témoin du premier bombardement de Mortier a avoué. Honnêtement, je me suis chié dessus, j'ai pissé et chié dans mon pantalon. Et ça arrive souvent d'ailleurs à la guerre face à la mort et à la guerre aussi. Si les gens meurent, ils se chinent dessus, et quand ils ne meurent pas et qu'ils sont à la guerre et qu'on leur tire dessus, ils se chinent dessus. C'est la normalité. C'est pareil aussi du côté ukrainien, je le précise simplement. Et cet homme n'est pas seulement un homme, il est le reflet, le miroir d'un échantillon de la société russe. Des hommes y sont envoyés, reviennent incapables de travailler, d'être productifs ou d'avoir une vie de famille normale. Ils ont une tendance à la violence, à l'alcool et à la drogue, et ils sont très habiles avec les armes et les couteaux, et ils n'ont aucun problème avec la violence. À votre avis, à quoi cela mène-t-il? Qu'en pensez-vous? Vos rivières, avant la contre-offensive, j'ai quelques vidéos et histoires à vous montrer. D'abord, il y en a une, c'est un drone ukrainien qui est en embuscade. Il sait qu'il y a un abri d'opérateurs de drones russes juste ici, il sait qu'il doit sortir pour récupérer son drone de reconnaissance Mavic. Pourquoi ne pas simplement s'asseoir, attendre et voilà. Le drone de reconnaissance russe Mavic atterrit et un opérateur de drone russe rampe hors de la cachette pour le récupérer et boum. Le drone ukrainien fait tourner la vie et donne un petit baiser à l'opérateur de drone. Belle tactique. Ensuite, nous partons pour Veliki Luki, dépôt de pétrole russe dans la région de Pskov. Pskov se trouve juste de l'autre côté de la frontière avec l'Estonie, juste ici, à 2h30 d'où je me trouve actuellement. Le dépôt de pétrole de Pskov Oblast et Pskov Oblast ont été incendiés par des drones ukrainiens. Mais ce qui est intéressant, c'est ce Soblas. Ce dépôt de pétrole en particulier était protégé. Le gouverneur n'a pas volé l'argent. Il l'a vraiment utilisé pour installer des filets au-dessus des silos à pétrole, contrairement à la plupart des gouverneurs et directeurs de dépôts qui détournent cet argent. Parce qu'avec l'argent alloué pour ces filets, on peut s'acheter une Mercedes classe S toute neuve. Mais lui, il ne l'a pas fait. Il a acheté les filets, mais ils n'étaient pas suffisants. Le drone est quand même passé, des drones ukrainiens ont pénétré profondément à l'arrière des lignes russes et ont explosé lors de l'explosion de Pskov. Tous les jeux de mots et sous-entendus sont volontaires. Des drones ukrainiens ont également survolé la Crimée, où ils ont transformé l'un des navires d'assaut de la mer Noire de la Russie en un minuscule sous-marin. Regardez ça. Si c'est en russe, c'est VK, sinon c'est un bateau d'assaut BK-16 touché le 16 février il y a 4 jours. Regardez ça, c'est bien, très bien, oui, je suis presque sûr, disent les Russes. Le ministère de la Défense dit que les drones ont été abattus et que le bateau n'a pas été endommagé, seulement des éraflures mineures. Voici ces éraflures mineures. Il ne reste rien du bateau d'assaut. Très bien. Maintenant, je vais vous raconter une histoire intéressante. C'est une rumeur, c'est un vrai labyrinthe. C'est tellement étrange. Ça vous montre pourquoi. Les Russes ne peuvent absolument pas combattre les Américains et entrer en guerre contre eux. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est manipuler Trump ou n'importe quel politique ou lobby au Congrès américain, mais ils ne peuvent pas affronter directement les Américains. Parce que, regardez. J'ai découvert par hasard des informations très particulières. Le vice-ministre russe de la Défense
Alexei Grivorushko, vice-ministre de la Défense. Des postes très élevés au ministère de la Défense, c'est en gros le troisième homme le plus important, en fait. C'est vraiment, vraiment haut placé. Très important. Ce genre de type ne devrait avoir aucune faille ou brèche de sécurité dans son histoire ou dans sa famille, n'est-ce pas? Mais regardez ça. Vous l'avez peut-être vu hier alors qu'il disait aux Russes que l'arrêt soudain n'avait pas affecté l'efficacité de l'armée. Hardy, haha, bref. Grivorushko est marié à Yekaterina Doropova, Miss Moscou 2000, un Wawawiwa Hula. Elle a remporté son titre à l'âge de 15 ans. Avant cela, elle a vécu aux États-Unis pendant 3 ans. Plus tard, le couple a acheté un appartement valant plusieurs millions de dollars à Miami. Leurs 2 filles sont nées aux États-Unis et sont citoyennes américaines. Je répète, Grivorushka est vice-ministre de la Défense de la Russie et il a pris ses fonctions en 2018 sous la direction de Shoigu, le vice-ministre russe de la Défense. Il possède des biens immobiliers aux États-Unis d'Amérique et a 2 filles qui vivent aux États-Unis et sont citoyennes américaines. D'ailleurs, le bien immobilier, le condo, se trouve dans l'un des projets de Trump. Donc son bien immobilier est dans l'un des projets de Trump. Et ses filles y vivent. Tu peux imaginer ? N'est-ce pas une faille ou une menace pour la sécurité d'un des plus hauts postes au ministère russe de la Défense ? Tu veux me dire qu'ils vont combattre l'OTAN, faire la guerre contre les Américains ? Impossible. Ces gars-là, même Shoigu, même les amis les plus proches de Poutine, les oligarques, les financiers de la Russie, ils ont tous des enfants et des petits-enfants aux États-Unis, avec leurs appartements. Il est impossible qu'ils puissent se battre contre l'Amérique alors que leur famille est en Amérique. Quand on pense à cette situation, c'est fou. C'est irréel. Aucun oligarque russe n'a ses enfants ou petits-enfants qui vivent en Ukraine, et pourtant ils bombardent l'Ukraine. Ils vivent tous en Amérique parce qu'ils savent que la Russie ne se battra jamais contre l'Amérique. C'est comme ça. Mais assez parlé de ça. Je pense que tu as eu ta dose quotidienne de potin. Maintenant, allons en Biélorussie et à Saint-Pétersbourg, parce que ces histoires sont liées. En fait, en Biélorussie. Hier, des milliers de personnes, y compris des femmes, ont reçu des convocations militaires sans préparation, directement depuis leur lieu de travail ou autre. Tu es au club de natation, tu reçois ta convocation militaire et tu dois suivre les hommes qui te l'ont donnée, pas le temps de te préparer. Même les hommes et femmes avec plusieurs enfants ne pouvaient pas récupérer leurs petits à la maternelle. Ils devaient simplement me suivre et aller aussitôt au bureau militaire. Les responsables disent que c'est un test de préparation militaire, comme la préparation à la mobilisation, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est cracher sur son propre peuple. Si vous avez 3 enfants, dont 2 en maternelle, et que vous ne pouvez pas aller les chercher, c'est déjà une catastrophe pour une famille. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils sont tous proches de Suwalki Cap. Ces oblasts-là ont reçu les convocations militaires, et les hommes étaient censés être emmenés pendant 1 mois et demi pour l'entraînement. Donc c'est étrange. Pourquoi font-ils ça maintenant ? Je ne sais pas. Pour continuer sur le même sujet en Russie, à Saint-Pétersbourg, ils ont considérablement augmenté les primes uniques pour rejoindre l'armée russe. Vous voyez, chaque oblast russe dans une région a son quota d'hommes, de chair à envoyer à la machine de guerre, au broyeur de viande, et Saint-Pétersbourg et Moscou. Peu d'hommes s'engagent parce que ce sont des zones plus riches, et généralement, ce sont les gens des régions plus pauvres qui sont attirés par les primes uniques, qui sont énormes. Comme la Yakoutie et d'autres régions vraiment situées à l'extrême est. Mais Saint-Pétersbourg et Moscou doivent aussi remplir leurs quotas. Ces régions, avec des budgets plus élevés, peuvent en dépenser plus pour résoudre le problème, et elles le font. Les primes uniques sont montées jusqu'à 2,6 millions de roubles pour les paiements uniques et 400 000 roubles provenant du budget fédéral. Donc cela fait 3 millions de roubles pour une adhésion unique. Avec ce paiement unique, vous pouvez acheter par exemple plusieurs appartements, mais dans différentes villes russes, peut-être pas à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, mais dans d'autres villes. Cet argent vous durera des années. C'est énorme, donc je suppose qu'ils n'atteignent pas leur quota et le Kremlin est intervenu. Mes amis, avez-vous déjà lu mon livre « 8 missions en Ukraine » Aujourd'hui, sur Facebook, j'ai eu les souvenirs. Vous savez, ça affiche les souvenirs. À cette date précise, le 20 février, il y a 3 ans, en 2023, j'étais pour la première fois à Kouyav. C'était une photo de nous avec les gars Nafo, Ragnar et les Yussian, ainsi que les mecs finlandais, et on a conduit jusque-là.
Je me souviens avoir eu tellement peur, d'avoir entendu ces premiers missiles fatés à cet endroit précis où on a pris cette photo, missile, alerte au missile. Je l'ai entendu pour la première fois de ma vie. Ce jour-là, il y a 3 ans, et environ 2 ans et quelques plus tard. J'ai écrit ce livre, 8 missions plus tard, j'ai écrit ce livre, va le chercher. Il ne m'en reste que quelques centaines, et je n'en ferai pas d'autres, parce que ça a été incroyablement difficile de vendre un livre. Je le fais, alors vas-y, prends-le, épuisons-le et c'est tout. À la fin de la vidéo, j'en massacrerai quelques-uns. Achète-moi un café chaque mois. Les membres, ce sont aussi eux qui ont réellement financé la création de ceci. Maintenant, la contre-offensive ukrainienne, et nous commençons par le blocage de Telegram et Starlink en Russie, car ces deux-là combinés. Le fait d'être bloqué ou perdu pour l'armée russe, c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens contre-attaquent. Malgré la protestation des Russes au front, ainsi que de la population générale, le vieux dictateur russe va quand même procéder à un blocage total de Telegram. Le 1er avril. Oui, on pourrait espérer que ce soit une blague du 1er avril, mais je ne pense pas que Poutine ait beaucoup d'humour à ce sujet. Ils vont le bloquer complètement, même si tout le monde, littéralement chaque soldat, dit qu'ils en ont vraiment besoin. Ils ont besoin de Telegram, et ils avaient besoin de Starlink. Ils ne récupéreront jamais Starlink. Mais Telegram était le choix des Russes. Le Kremlin et Poutine fait ce choix. Cela va leur nuire, ça l'a déjà fait, et ça leur fera encore plus de mal. Par exemple, prenons un autre blogueur militaire russe, de Major, c'est l'une des chaînes Telegram, l'une des plus grandes. Encore une fois, dans chaque vidéo, j'en inclurai un. C'est juste pour illustrer combien de grandes chaînes différentes parlent de la douleur que représente la perte d'un canal de communication comme Telegram. La coupure quasi simultanée de Starlink et de Telegram a un impact énorme sur les forces russes en Ukraine, selon les blogueurs de guerre russes. Ils disent que les récentes avancées ukrainiennes sont une conséquence directe des problèmes causés. 2 facteurs majeurs, n'est-ce pas? On peut le dire. Ce sont précisément les problèmes de communication combinés qui ont conduit à la contre-offensive localisée des forces armées ukrainiennes au sud de Kupiansk et dans la direction de Zaporizhia ces derniers jours. Donc la grande chaîne dit que c'est la conséquence directe du blocage de Telegram par les Russes eux-mêmes, que les Ukrainiens avancent et éliminent des milliers de soldats russes. Et ce choix vient du Kremlin. C'est tellement étrange, le Kremlin veut prendre l'Ukraine et ensuite ils font un choix qui fait tuer des milliers de soldats russes. J'ai l'impression qu'on a un schéma ici. Je vois ça depuis déjà 4 ans. Maintenant, je vais simplement citer le porte-parole de l'armée ukrainienne du front sud, Vladislav Voloshin, qui dit que les troupes ukrainiennes sont passées à la contre-offensive et à l'assaut dans l'une des directions du front. L'objectif principal est d'arrêter l'avancée russe vers la région de Dnipropetrovsk. Information officielle du porte-parole du Sud, porte-parole de l'armée ukrainienne du front sud. Donc oui, les deux camps le confirment de toutes les manières, officiellement, officieusement, tout le monde le confirme. Les Ukrainiens avancent dans le sud, les Russes battent en retraite, et c'est à cause du fiasco Starlink et Telegram. Prenons Rybar par exemple, le plus grand blogueur militaire russe. Regardez ça, je vais vous montrer une vidéo complète. 1 minute de lui en train de parler en russe de la situation réelle et de montrer un contingent russe encerclé juste ici, collé au réservoir de Gaovka. Regardez ça. Les formations ukrainiennes sont passées à l'offensive sur un front d'environ 20 km de large. La situation est vraiment difficile. Sur le flanc ouest du front de Zaporizhia, les formations ukrainiennes utilisent des dizaines, voire des centaines de drones, encore et encore, pour frapper nos positions. La situation est difficile. C'est la zone de responsabilité du groupe de forces Dnipro. L'ennemi essaie de couper le saillant en direction de Zaporizhia, sur la rive de l'ancien réservoir de Kahovka. Regardez, voici le réservoir, voici le saillant dont il parle. Affirmant, comme tout le monde le dit, qu'il y a une avancée générale ukrainienne ici, les troupes ukrainiennes ont lancé l'offensive. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez compris l'idée, c'est que seul le Kremlin ne sait pas que cela se passe et ne le relie pas au blocage de Telegram. Tout le monde des deux côtés crie que c'est le cas. La nouvelle carte de Rybar est sortie hier. Ce n'est pas si profond, je suis une superpuissance nucléaire. Oui, c'est sorti hier, où les unités ukrainiennes pénètrent effectivement très profondément dans les zones arrière de cette superpuissance nucléaire qu'est la Russie. Vous pouvez voir ici une avancée vers la Pova.
où les unités ukrainiennes ont pénétré de plus de 5 kilomètres à l'intérieur du territoire russe. C'est vraiment très profond, même pour une superpuissance nucléaire. Ça va faire mal demain. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Mais ne partez pas encore, car je dois encore écorcher quelques noms de mes soutiens mensuels sur Buy Me a Coffee, les membres qui ont financé la création de ce livre. Faire un livre, c'est vraiment sacrément difficile, vraiment sacrément cher, mais j'ai pu le faire. Grâce à vous, grâce à ces personnes qui ont contribué à l'époque, allez acheter le livre et inscrivez-vous aussi sur Buy Me a Coffee. Allez voir ça. Oscar Foltars, Divat P. Ekroub et enfin Big Daddy. Ouais, c'est comme ça, c'est là que ça se passe, Monsieur Big Daddy. Jusqu'à ma prochaine vidéo qui sera chaque lundi, mercredi et vendredi. Aussi Slavo, Crini et au revoir.